Nous avons une vision de la noblesse du Moyen-Âge qui a été baignée par les classiques du cinéma et de la littérature. Mais à quel point ces représentations étaient-elles réelles? Les nobles français du Moyen-Âge menaient-ils la vie de château magique que nous aurions pu imaginer, avec des princesses et des bals grandioses? Pour le savoir, il n'y a qu'une seule solution. Bienvenue sur la chaîne Aristocha. Et aujourd'hui, nous allons remonter le temps. Comme pour la précédente vidéo, où nous avions parlé du peuple du Moyen-Âge, nous allons nous concentrer sur le XIIIe siècle, qui couvre une société féodale bien établie pour en parler plus facilement, tout en restant dans ce qu'on appelle le Moyen-Âge central. Maintenant que le cadre est établi, démarrons notre voyage. La noblesse française regroupe les familles françaises qui ont bénéficié depuis les premiers temps de la monarchie d'un statut particulier auquel étaient attachés des privilèges, faits de devoirs et de droits, se transmettant par le seul fait de la naissance. Et ce jusqu'au 4 août 1789, où les privilèges ont été abolis. La noblesse est une institution qui existait déjà chez les Gaulois, les Romains et les Francs. Elle n'a donc jamais cessé d'exister et a évolué durant les 12 siècles de royauté franque puis française. Elle a connu un renouvellement du fait des guerres, mais aussi des familles qui ont accédé à la noblesse par agrégation ou d'autres qui ont été anoblis. Les titres de prince et de duc proviennent de la Rome antique, assimilés aux princeps, premiers citoyens, et aux dux, chefs de guerre. L'argent circulant mal à l'époque, ces politiques et chefs de guerre étaient rémunérés en terre. À l'époque de Pépin le Bref, les grands féodaux étaient trop puissants. Les comtes, qui trouvent leur ego ecclésiastique dans les évêques, sont créés, avec pour mission de surveiller les grandes familles nobles et de rendre le roi plus proche du peuple par leur intermédiaire. Avec la création d'un vaste ensemble territorial sous Charlemagne, on voit apparaître des marches, sorte de zone tampon entre les empires et les barbares, dont le détenteur est un marquis. Avec le temps, les comtes vont rendre leurs titres héréditaires et vont souvent accepter d'être les vassaux des ducs, et devinrent vite ainsi un problème supplémentaire pour la monarchie qui créa les vicomtes. Le service des armes fut la première particularité de la noblesse. Les nobles peuvent porter les armes en tout temps et en tout lieu, mais ils doivent exposer leur vie pour défendre la communauté. Ainsi, on dit que les nobles paient l'impôt du sang, et ne doivent donc pas payer les autres impôts. De plus, pour justifier cette défense, les seigneurs peuvent prélever sur leurs paysans la taille, qui est un impôt arbitraire. Pour se distinguer militairement, de nombreux nobles s'engagent dans les croisades du XIIIe siècle. De la 5e croisade qui débute en 1217 à la 9e croisade de 1272. L'accomplissement du vœu de croix devient une étape indispensable à la formation du parfait chevalier. Dans l'imaginaire chevaleresque, le Christ devient le parfait seigneur pour lequel on peut se sacrifier. Les prédicateurs n'hésitent pas non plus à parler des richesses qui attendent les croisés en Terre Sainte. Ils parlent d'une terre riche et fertile qui comblera leur espérance. De grandes figures épiques rentreront à cette occasion dans la mémoire collective, comme Saint Louis, roi de France de 1226 à 1270. Au XIIe siècle, la justice royale commence à se distinguer des justices seigneuriales. Elle redécouvre notamment le droit romain qui se diffuse depuis l'Italie. De plus, les villes obtiennent des chartes leur reconnaissant le droit d'exercer justice. Pour organiser ce réseau d'institutions judiciaires, on distingue les pouvoirs de basse et de haute justice, suivant la gravité des faits jugés. Au XIIIe siècle, la royauté bénéficie de juristes de plus en plus nombreux, formés dans les universités de droit. Les nobles perdent donc progressivement leur droit de faire justice au cours du XIIIe siècle. Les nobles campagnards, pauvres, ont toujours existé mais ont été longtemps ignorés des historiens. Du fait de ses maigres moyens de subsistance, cette partie de la noblesse n'a pas pu accéder au pouvoir et aux honneurs. Malgré ses privilèges juridiques, il vit généralement plus près des roturiers que des autres nobles. Les nobles avaient un habit similaire à ce que nous avons décrit dans la vidéo précédente où nous avons détaillé l'habillement de la population française du Moyen-Âge. Une différence se marque cependant sur le choix des matériaux et sur les ornements que l'on pouvait y trouver. Le drap de laine produit en Flandre, le lin et le chanvre étaient les matières de base pour toutes les classes sociales. Mais les tissus précieux venus d'Orient, les velours et les satins fabriqués en Italie, à Gênes ou à Venise, les fourrures habillaient aussi la noblesse et la riche bourgeoisie. Les teintures et les mélanges de fils de teint différentes permirent l'apparition d'une large gamme de couleurs nouvelles. Les couleurs à la mode étaient le rouge, le bleu et le vert. Les velours et satins cramoisis ou écarlates étaient colorés grâce à des kermesses, qu'on appelait simplement la graine, et plus couramment on utilisait la gaude, la guette et la garance qui permettaient une grande variété de couleurs. On portait des vêtements unis, mais on n'hésitait pas à superposer les couleurs vives ou à doubler les cottes d'un tissu de couleurs contrastées. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, les nobles se démarquent aussi par le port de l'épée et devaient partir en guerre quand cela était nécessaire, pour leur terre ou pour leur suzerain. Et pour ce faire, les nobles utilisaient un armement similaire pour partir au combat.
Ils portaient un aume pour protéger toute leur tête. Le aume à timbre plat est composé d'une plaque de métal formant un cylindre, riveté sur un disque ovoïde formant le sommet. La conception de ce type de casque avec des opérations de forge moins compliquées font que le aume à timbre plat est moins fastidieux à produire et moins onéreux, ce qui explique son adoption rapide par les chevaliers. Mais il n'est pas sans défaut. En effet, le sommet plat constitue une régression par rapport au casque précédemment en usage. De plus, lors des croisades, les morts dues à l'insolation font que le aume est souvent remplacé par le chapelle de fer avec des bords larges. Ce type de casque protégeait les combattants du soleil. Pour protéger le reste du corps, les chevaliers utilisent un haubert, ou une cotte de maille. Le travail de cette maille, appelée aubergerie, est constaté dès l'Antiquité sur les bas-reliefs de la colonne Trajane et dans les fouilles des cimetières gallo-romains, mais paraît avoir été généralement abandonné en Europe après la chute de l'Empire romain, et ce jusqu'à la première croisade. Avec celle-ci, ce travail de la maille réapparaît comme un usage rapporté d'Orient. Le haubert est alors plus facile à fabriquer et moins cher que les armures en écaille utilisées auparavant. Sous ces éléments en fer, les hommes d'armes portaient un gambison sur le corps et une cale sur la tête. Ces pièces de tissu avaient pour vocation de protéger les vêtements de l'abrasion de l'armure, ainsi que d'amortir et de répartir les impacts. Enfin, pour se défendre, les chevaliers avaient toute une panoplie d'armes allant des boucliers et épées jusqu'aux marteaux, haches et fléaux d'armes. Le logis seigneurial est au Moyen-Âge, de la fin du XIe siècle jusqu'au milieu du XVe siècle, un vaste bâtiment situé la plupart du temps dans le donjon et réservé à l'usage du seigneur et de sa famille. L'habitat des nobles s'articulait autour de plusieurs points. Tout d'abord le lieu de résidence, qui était occupé par le noble en période de paix, et en cas de menace ou de conflit, il pouvait aller se réfugier dans la haute cour ou dans le donjon, s'il y en avait un. Afin de compléter les fonctions sociales et politiques du seigneur, nous trouvions en plus de ce bâtiment défensif et résidentiel les annexes suivantes. Une salle de réunion destinée à recevoir les vassaux et autres invités de marque, un lieu de culte, en effet tout logis seigneurial de quelque importance disposait d'une pièce annexée, aménagée en chapelle. Il y avait aussi une salle de trésorerie où les différents impôts étaient stockés. Et enfin une salle de réception où se déroulaient toutes les cérémonies, comme les adoubements, les mariages ou les fêtes religieuses. Et donc, beaucoup de nourriture pouvait passer par cette salle de réception. Les nobles se nourrissaient mieux que la population. Chez les riches, les viandes sont nombreuses et variées. Les légumes, fournis par les fermiers, sont servis en garniture. On consomme beaucoup de gibier et on adore en période de carême la morue fraîche et le saumon. En effet, la religion imposait de nombreux jours maigres, aussi bien pour des raisons religieuses que des raisons de santé publique. L'Église imposait de ne pas manger ni viande ni graisse animale les vendredis et samedis de chaque semaine. Ajoutez à cela des périodes de jeûne comme celle du carême qui démarrait 40 jours avant Pâques et vous obtenez en gros 150 jours dans l'année où l'église interdisait de toucher à de la viande ou à ses dérivés. Les épices, comme la cannelle, le girofle, le safran ou le poivre vert, sont particulièrement recherchées par les riches qui aiment la nourriture très relevée. Et il est vrai que l'odeur des épices se passait les mets trop faisandés. Le vin se boit à la fin du repas avec les fromages. Dans les grands banquets des fêtes seigneuriales, les plats s'enchaînent avec les viandes, les poissons et les gibiers les plus divers. Des fruits et des salades diverses pouvaient être très bien servis en début de repas. Chaque convive n'était pas invité à prendre dans chacun des plats, d'où l'extrême diversité et le nombre étonnant de mets sur la table. On choisissait ce qui plaisait ou ce qui était apporté. Pourtant, l'accès à toutes ces richesses matérielles et pouvoirs n'ont pas protégé les nobles de la mort. Il est difficile de parler d'espérance de vie moyenne pour la noblesse au Moyen-Âge, la mortalité infantile étant très élevée. Dans certains cimetières étudiés par les archéologues, 40 à 46% des tombes étaient occupées par des enfants, et ce triste constat pouvait se vérifier chez les nobles. Blanche de Castille, reine de France jusqu'en 1252, a perdu 7 de ses 12 enfants. De plus, il est intéressant de noter qu'aucun roi capétien qui a régné sur la France au XIIIe siècle n'a dépassé l'âge de 60 ans. Voici ce qui conclut cette vidéo. J'aimerais profiter de ce moment pour vous remercier du support massif qu'a connu la chaîne lors de la dernière vidéo sur la population française du XIIIe siècle. Et si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à la regarder. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à me le faire savoir en dressant vos épées de chevalier dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. C'était Aristocha et je vous dis à la prochaine.